Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue aux chanceux que vous êtes et dont je fais partie aussi. Merci beaucoup d'être là. Et on va vivre une après-midi merveilleuse. On a une chance extraordinaire. On va faire la rencontre peut-être pour la première fois pour certains d'entre vous. Peut-être d'autres le connaissent déjà grâce à ses livres ou l'ont déjà rencontré. Mathieu Ricard nous fait l'immense plaisir et honneur de venir aujourd'hui nous parler. Cette rencontre est aussi possible grâce à Libert, qui fête aujourd'hui ses 40 ans. Très joyeux anniversaire à Libert, et qui a eu la bonne idée de nous offrir un cadeau. C'est cette rencontre aujourd'hui avec Mathieu Ricard, qui va se dérouler donc en 2 temps. Dans un premier temps, on va écouter Mathieu pendant 1 heure. Et ensuite, on aura le plaisir de voir le film de Jeanne Mascolo sur le chemin de la compassion qu'elle a fait sur le travail de Mathieu Ricard. Je vais pas m'attarder, et je viens juste de vivre quelque chose d'assez drôle avec les nonnes qui sont ici présentes et qu'on a eu la chance de rencontrer hier, et à qui je disais j'ai un peu peur, j'ai un peu le trac, etc. Et elles me disaient mais n'aie pas peur, n'aie pas le trac. Regarde, nous avant, quand on était aux Anscars, effectivement, en Zanskari, on dit Sem Chungun, ça veut dire le cœur petit. On avait un peu le cœur petit parce qu'on n'avait jamais voyagé, on avait un peu peur des autres, on avait peur de voyager. Et grâce à Caroline qui nous a emmenés voyager à travers l'Inde et aujourd'hui à travers la France, notre cœur est devenu gros. Sem Tienmo. Et ça veut dire qu'on a le courage, qu'on a la foi. Donc peut-être que ces rencontres donnent ça, nous donnent la foi, la confiance, etc. Juste quelques mots, Mathieu, et puis après, non, j'ai pas envie de le présenter. En fait, tout le monde le connaît déjà très très bien, et puis il va se présenter beaucoup mieux lui-même. Juste rappeler que Mathieu Ricard est d'abord un scientifique. Il est aussi un moine. Il est un traducteur. Il est un écrivain, il est un photographe, il est un humanitaire, et tout ça sur le même chemin. C'est, voilà, Mathieu Ricard. Bienvenue et merci de tout cœur. Je vous pose juste une question et puis après je vous laisse tout seul et je vous laisse tranquille. Mais on a souvent l'impression que les moines sont un peu détachés du monde, qui vivent pour eux-mêmes dans des lieux d'ermitage ou dans des monastères, et qu'ils sont un peu coupés de la société, ce qui va totalement à rebours de votre chemin. Est-ce que vous pouvez nous dire la place du moine et nous raconter votre place de moine? Je crois que j'ai quelque chose là. En fait, le détachement, qu'est-ce que c'est? Ou le renoncement, c'est de renoncer aux causes de la souffrance. Donc ça, c'est pas compliqué. Enfin, si, ça peut être compliqué, mais je veux dire, c'est pas de se priver de tout ce qui est bon dans l'existence, ce qui est très absurde. Un oiseau ne renonce pas à sa cage. Il vole et se libère de sa cage. Donc c'est un peu dans ce sens-là que, voilà, on passe certaines formes de liberté en embrassant la vie monastique ou la vie d'ermite. Et en même temps, si l'on passe du temps en retraite dans des ermitages, moi j'ai eu la grande fortune, sous l'inspiration de mes maîtres, de vivre environ, par différentes périodes, environ 5 ans en retraite solitaire. Et l'idée, c'est d'abord de commencer à essayer un tout petit peu d'avancer sur un chemin, ou se perfectionner soi-même, se transformer soi-même pour mieux se mettre au service des autres. Mais sinon, on voit bien dans le monde de l'humanitaire, on est parti pour aider autrui, et ça déraille pourquoi? Des conflits d'ego, au pire de la corruption. Donc ces grains de sable sont des imperfections humaines. Donc il ne s'agit pas d'attendre d'être parfaitement... avoir atteint l'éveil pour commencer à aider les autres très modestement, parce que ça pourrait, dans mon cas, ça prendra encore 50 000 vies, mais au moins un minimum. On dit souvent, un mendiant ne peut pas offrir un banquet à une centaine d'autres mendiants, donc il faut développer un minimum de ressources intérieures pour les mettre au service des autres. Et ceci dit, ce chemin, il est très long. Moi, je suis encore tout à fait au début.
C'est des concours de circonstances qui ont fait que j'ai eu les moyens un petit peu disons, de trouver de l'aide pour pouvoir aider dans l'Himalaya, au Tibet, au Népal et en Inde. Sur ces projets humanitaires, je vous montrerai quelques images. Mais voilà, l'ermite, on ne veut pas dire, des fois on vous dit un ermite c'est quelqu'un un peu égoïste parce qu'il s'éloigne de tout le monde. Mais comme le but c'est de se débarrasser de l'ego, c'est pas égoïste, non, ça serait quand même bizarre qu'en essayant de se débarrasser de l'égoïste, on soit égoïste. C'est comme si on vous disait quand on construit un hôpital, ça ne sert à rien parce que les travaux de plomberie, de maçonnerie, ça soigne personne. Sauf que quand l'hôpital est prêt, ça marche beaucoup mieux que d'opérer dans la rue. Donc c'est ça l'idée. Très bien. Je vous laisse et je vous dis juste alors je vous le dis à vous, pour ceux qui ne verront pas la conférence, elle sera retransmise à 19h45 sur la place de l'Europe et elle est en direct sur Internet sur le site Trekking TV. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci. Là, je ne vois pas la même image sur mon écran. C'est pas grave. Bien. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge toujours pas. Bon, mais écoutez, je vais commencer, puis on espérera que ça va se régler. Donc, je vais m'entretenir avec vous d'altruisme. Et effectivement, l'idée que l'altruisme, d'abord, qu'est-ce que c'est ? C'est une intention, une intention, une manière d'être, un état d'esprit, une motivation. Alors, ça peut sembler un peu léger dans un monde qui a beaucoup besoin que nous soyons au service d'autrui, que nous mettons la compassion en action. Mais sans cette intention très puissante, très profonde, eh bien évidemment, l'action ne suivra pas. D'autre part, c'est l'intention qui colore l'action. C'est un petit peu comme si vous posez un cristal, si vous le posez sur un tissu rouge, il devient rouge, sur un tissu jaune, il devient rose, il devient jaune. Et donc, cette intention, c'est comme les premiers pas qu'on fait dans une direction, on va vers le sud, vers le nord, c'est pas là, c'est l'intention. Et d'autre part, il ne suffit pas d'observer une action pour déterminer si la motivation est altruiste ou non. Vous pouvez vous comporter de manière extrêmement bénéfique à autrui, c'est-à-dire faire du bien à autrui en lui faisant des cadeaux, en le flattant, tout en ayant une motivation égoïste, c'est-à-dire par exemple d'escroquer autrui par la suite, ou bien d'être généreux simplement pour vous faire mousser, pour qu'on dise du bien de vous, ou pour avoir une bonne image de vous-même, autant de motivations qui ne sont pas fondamentalement dirigées vers l'autre, mais vers vous-même. Ou ça peut être pour soulager votre détresse empathique. Vous ne supportez pas de voir de la souffrance, vous ne pouvez pas vous échapper, donc c'est mieux d'aider, mais pas seulement pour aider, mais surtout pour soulager un peu votre détresse empathique. Donc c'est pour ça qu'il est important d'engendrer au plus profond de soi-même ce sentiment altruiste. Quand l'altruisme alerté par l'empathie, on confond souvent les deux, l'empathie ce n'est pas l'altruisme, on la met un peu à tous, c'est un mot qu'on met un peu à toutes les sauces de nos jours. L'empathie, c'est une résonance affective. Si l'autre est en joie, je suis en joie. Si l'autre souffre, je souffre de sa souffrance. Et comme je vous mentionnerai un peu plus tard, on voit dans le cerveau que vous souffrez véritablement de la souffrance de l'autre. Mais il ne suffit pas de souffrir de la souffrance de l'autre, il y a quelque chose de beaucoup plus vaste qui doit être mis en œuvre. L'empathie vous alerte à la souffrance de l'autre, mais il faut amener l'amour altruiste, la bienveillance, le bon cœur, qui va servir d'antidote à ce qui pourrait être la détresse empathique. Et puis, lorsque l'altruisme ou l'amour altruiste rencontre la souffrance, eh bien, appliqué à la souffrance, on appelle ça la compassion, qui est le souhait, le désir, l'intention de soulager la souffrance d'autrui et les causes de ces souffrances. Donc en gros, c'est quelque chose qui vient du fond de notre esprit, doit être mis en action. Ceci dit, si les circonstances font que vous empêchent de mettre ça en action, je souhaite vraiment aider quelqu'un, mais je suis empêché par quelque chose. Ça n'altère pas le caractère altruiste de cette intention. Donc, je crois que c'est ça qu'il est important de comprendre. Mais alors pourquoi est-ce que l'altruisme aurait une importance aussi vitale à notre époque
et ne serait pas simplement, disons, un noble sentiment quelque peu utopique, où nous vivrions dans un monde mauvais, où tout le monde est là à essayer de s'entretuer, et que, en fait, l'altruisme, ça serait un peu les doux rêveurs de l'altruisme qui promoterait une société plus coopérante, plus solidaire, etc. En fait, ce qu'on oublie bien souvent, c'est ce qu'on pourrait appeler la banalité du bien, c'est-à-dire que la plupart du temps, la plupart des 7 milliards d'êtres humains sur Terre se comportent de façon décente, bienveillante les uns avec les autres. Notre attention est fortement attirée par les déviances, par les extrêmes, par la violence, par la barbarie, parce que précisément, ce n'est pas ce qui est normal, c'est une exception, c'est ce qui, l'évolution nous a équipés pour que notre attention soit immédiatement mobilisée si quelque chose d'anormal se passe et est un danger potentiel. Nous sommes réunis de façon extrêmement paisible ensemble ici aujourd'hui. Si deux personnes soudain se mettent à se bagarrer, à se taper sur la figure, tout de suite on va y faire attention. Si la conférence se passe bien et que personne se tape sur la figure, on ne dira pas c'est génial, personne s'est empoigné pendant cette conférence. Si deux personnes sont sur la figure, on dira, voyez, on a été voir une conférence, il y avait un moine bouddhiste qui parlait de l'altruisme. Imaginez-vous, il y a deux types qui se sont fichus sur le nez, c'est incroyable, etc. Donc ça prouve bien que c'est anormal. Mais souvent, les médias ont tendance à refléter ce qui est à l'extrême, et c'est pour ça qu'une personne de 20 ans, en Europe comme en Amérique du Nord, aura vu, les études l'ont montré, 40 000 morts violentes à l'âge de 20 ans. Ça n'a évidemment rien à voir avec notre réalité de tous les jours. Donc pourquoi l'altruisme aussi est important? Parce que vous allez le voir, c'est un remède ou un antidote ou un concept qui nous permet d'œuvrer ensemble pour un monde meilleur. Bien, j'espérais que ça allait marcher entre-temps. Pas du tout. Donc, qu'est-ce que je fais? Ça marche sur mon ordinateur, mais vous ne pouvez pas le voir. Donc, est-ce que nos chers amis de la technique, qu'est-ce que je peux faire? Les images ne défilent pas. Hein? Sur mon écran, elles bougent, oui. Ah, enfin, merci. Il suffit qu'ils le disent pour que ça marche. Donc voilà, ça vous épate pas parce que vous êtes devant les montagnes, mais voilà, c'est ce que je vois le matin au petit déjeuner de mon ermitage. Mais en même temps, je vois aussi le troisième pôle, l'Himalaya, qui continue à fondre. Donc en fait, aujourd'hui, nous sommes un petit peu dans cette situation, et à bien des points de vue, un petit peu au bord du précipice. Et ça peut être dans notre vie personnelle, notre propre esprit, peut-être notre meilleur ami, comme ça semble être pour cette personne, ou notre pire ennemi. J'ai récemment vu une étude publiée dans une revue scientifique qui disait d'ici 2025, la dépression sera la première cause dans le monde de troubles ou de problèmes qui nous empêchent de fonctionner dans l'existence, c'est-à-dire le nombre de journées, de mois, d'années, vous n'êtes incapable de travailler, de fonctionner normalement dans l'existence, ça sera la dépression. Parce que si vous souffrez d'un cancer ou d'une maladie cardiaque, vous guérissez ou vous mourrez, mais ça va vous incapaciter pendant 10, 15 ans. Et donc, on voit bien à quel point notre esprit peut nous poser des problèmes. Au niveau de la société, les inégalités n'ont cessé d'augmenter dans les 36 pays les plus riches, les pays de l'OCDE. Donc, précarité au sein de la richesse dans les pays développés et bien sûr, écart d'inégalité entre les pays nantis et les pays les plus pauvres. Et ça, c'est sur le long terme. Et également, donc, nous avons ces inégalités qui fait que les 1% possèdent quasiment autant que les 99% du reste de la planète. Il y a aussi le fait que maintenant, nous imaginons que la planète est d'une sorte à notre disposition, que c'est une ressource illimitée, alors qu'on sait bien que si, par exemple, aujourd'hui, les États-Unis émettent 200 fois plus de CO2 que la Zambie, le Qatar 1000 fois plus que l'Afghanistan. Et donc, si on veut
amener la Zambie et tous les pays qui émettent peu de CO2 au niveau de l'Amérique, il faudrait 10 planètes, on ne les a pas. Donc ce qu'il faut, c'est réduire cette consommation absurde et inutile du superflu dans les pays qui consomment beaucoup trop, sortir de la pauvreté ceux qui consomment moins. Donc vous voyez, tout ça, c'est un ensemble de défis et qui fait que nous sommes un petit peu, encore une fois, au bord de cet abîme. Pourquoi? Parce que si vous voulez, il y a 10 000 ans, il y avait entre 1 et 5 millions d'êtres humains sur Terre. Donc il ne peut pas faire grand-chose pour saboter la planète. Ce qu'il faisait, la résilience de la planète était telle qu'elle pouvait réparer toutes les blessures infimes qu'on pouvait lui faire. Les êtres humains vivaient en harmonie avec la nature, ils considéraient les animaux non pas comme inférieurs et comme des instruments à leur disposition, mais comme différents. Souvent même, ils les craignaient forcément. Quand on parle de la supériorité de l'homme sur la bête, ils étaient principalement occupés à essayer d'échapper à des prédateurs. D'ailleurs, dans l'endroit que vous avez vu au début, dans mon ermitage au Népal, il y a une tigresse qui rôde depuis 2 hivers, et je vous assure que le soir, quand je l'entends à 200 mètres rugir, j'ai aucune envie de lui prouver la supériorité de l'homme sur la bête. Donc, maintenant, nous sommes venus dans une période de notre histoire où tous ces défis du court terme, du moyen terme et du long terme se manifestent. Et nous avons un défi ultime qui essaie de réconcilier ces 3 échelles de temps. Le court terme, c'est la vie de tous les jours, les difficultés que nous avons, essayer de survivre jusqu'à la fin du mois, nourrir notre famille, mais c'est aussi le court terme de l'économie qui s'emballe, qui devient de plus en plus rapide, qui monte et qui descend sans qu'on sache trop pourquoi. Le moyen terme, c'est la qualité de vie. Comment appréciez-vous votre vie chaque jour et sur la durée, sur 10 ans, 20 ans, le temps d'une famille, d'une carrière, d'une génération, d'une vie. Finalement, si un pays était le plus riche et le plus puissant, mais que tout le monde soit malheureux, à quoi ça sert? Et puis, il y a le long terme. Et le long terme, c'est nouveau pour nous comme préoccupation, parce que, si vous voulez, jusqu'à il y a environ 2-3 siècles, encore une fois, l'impact de l'homme sur la planète était négligeable. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire l'ère durant laquelle l'impact de l'homme est l'influence majeure sur l'avenir de la planète. Ça nous a pris par surprise, puisque la révolution scientifique, industrielle, technologique s'est faite au fil de 1 ou 2 siècles, et personne ne s'est levé le matin un jour en décidant « je vais saccager la planète ». Donc, si vous voulez, il y a une sorte de dilution de la responsabilité, c'est des choses qui se font lentement, mais en même temps, l'ensemble de la démultiplication de nos outils sur le monde. Nous avons plus simplement un marteau ou un silex taillé à la main. C'est maintenant des moyens techniques comme l'électricité ou l'énergie atomique qui sont non plus à la disposition d'une personne, mais qui sont des millions de fois plus puissantes et à la disposition de groupes ou de nations. Et donc notre impact est beaucoup plus puissant. Donc, quand vous avez des spécialistes de l'environnement qui vous disent ce qui va arriver dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, etc., qui parlent à des investisseurs financiers ou à des économistes ou à ceux qui s'occupent du jour le jour, c'est un langage de sourds. Et en plus, au milieu, vous avez ceux qui s'occupent de la politique, de la vie sociale, etc., qui parlent du moyen terme. Donc, c'est très difficile, en admettant qu'a priori, on peut avoir le bénéfice du doute et se dire que la plupart des êtres humains souhaiteraient un meilleur monde. Qui ne souhaiterait pas un meilleur monde? Mais il faut œuvrer ensemble pour cela, et non pas de manière complètement déconnectée. Or, si on se place du point de vue de l'égoïste en disant « voilà, c'est plus pratique, je m'occupe de mon propre bien-être, chacun fait de même, tout ira très bien ». Malheureusement, ça c'est impossible de fonctionner de cette sorte, parce que si vous avez une économie égoïste, ça ne marchera évidemment pas. Si vous ne remédiez pas à les inégalités, ça ne marchera pas. Et si vous ne vous préoccupez pas des générations à venir, c'est l'égoïsme, je m'en fiche, à ce moment-là, évidemment, après moi le déluge. À quoi bon s'inquiéter de ce qui se passera dans 150 ans? Aucun d'entre nous ne sera présent. Donc il y a un seul concept qui nous permet d'œuvrer ensemble pour un monde meilleur, c'est d'avoir davantage de considération d'autrui. Si on a davantage de considération d'autrui, on ira vers une économie solidaire, positive, bienveillante, où l'économie sera au service de la société. Si nous avons davantage de considération d'autrui, on augmentera la justice sociale, on remédiera aux inégalités, on donnera les conditions
permettent de s'épanouir au travail, dans la société, dans notre famille, etc. Et si nous avons davantage de considération pour autrui, bien sûr, nous agirons de telle sorte que nous ne laissions à nos descendants une planète relativement en bon état et non pas appauvrie et dénaturée. Donc, encore une fois, tout ça, ce n'est pas encore seulement des considérations théoriques. On sait, l'accélération des changements climatiques et autres, qu'il peut y avoir des points de bascule qui sont parfois irréversibles. Et donc, ceux qui disent qu'il suffit de continuer comme on a fait jusqu'à maintenant, avec une utilisation illimitée de ressources qui sont limitées, c'est un peu comme de dire, comme le disait un président il y a une quinzaine d'années, il y a 5 ans, nous étions au bord du précipice, maintenant, nous avons fait un grand pas en avant. Ça n'arrange pas les choses en général. Donc, considérez cette image d'une limite ici. Et c'est ce que les scientifiques ont traduit en le concept des limites planétaires. Il y a un certain nombre de facteurs qui déterminent l'équilibre et l'harmonie de la planète, notamment les océans, le dioxyde de carbone, etc. etc. Et jusqu'au début du XXe siècle, ces facteurs n'étaient pas tous mesurés avec précision, mais néanmoins, on peut interpoler sur les connaissances que l'on a maintenant. Et en gros, on était largement dans des limites de sécurité qu'est-ce qu'on entend par sécurité? Ce serait qu'on pourrait continuer à demeurer dans une période de climat extrêmement stable qui était la nôtre depuis 12 000 ans. C'est ce qu'on appelle l'Holocène, avant d'entrer dans l'Anthropocène. Et si nous demeurions au sein de ces limites planétaires, l'humanité pourrait continuer à prospérer dans cette période très stable encore pendant 40-50 000 ans. Alors en 1950 vient cette grande accélération, donc on commence à voir des facteurs qui deviennent un petit peu menaçants, et puis voilà, aujourd'hui, où nous en sommes. Donc nous avons largement dépassé ces limites de sécurité pour un certain nombre de facteurs. Pour vous donner un exemple qui est très parlant, l'appauvrissement de la biodiversité, ce n'est pas une sorte de spéculation sur l'avenir. Si l'on voit aujourd'hui même quels sont le taux de disparition des espèces chaque année, et si on extrapole à 2050, 30% de toutes les espèces sur Terre auront disparu. Et ce ne va pas s'arrêter par miracle à 2050, bien sûr. Ça représente la 6e extinction majeure d'espèces depuis que la vie est apparue sur Terre. Et la 5e, ce n'était pas la veille, c'était l'âge des dinosaures, où avec les dinosaures, bien d'autres espèces ont disparu, 90% des espèces de l'époque. Donc c'est une catastrophe majeure, ce n'est pas seulement 30% de 1,3 million d'autres espèces, mais c'est un bouleversement total de toute notre manière de vivre. Et pour vous donner un exemple du risque, qu'est-ce qu'on évalue les risques qui sont liés à différents, le risque d'avoir 2 degrés, 4 degrés, 6 degrés de réchauffement. On essaie tant bien que mal, et j'espère avec succès, ça ne serait pas trop tôt, espérons que la COP21 verra les chefs d'État prendre des décisions suffisamment énergiques, qui sont difficiles, qui sont impopulaires, mais enfin, quand on va chez le dentiste ou chez le médecin, on ne s'attend pas à ce que tout se passe absolument sans douleur. Ça s'est bien amélioré, bien sûr, par rapport à l'époque où il n'y avait pas d'anesthésie et tout ça, mais enfin, malgré tout, on ne va pas, avec un grand plaisir, subir une opération chirurgicale, mais on le fait pour survivre. Et donc, il y aura des choses difficiles, mais il faudrait pouvoir le faire. Et donc, si vous voulez, encore une fois, si on ne prend pas ces décisions-là, eh bien, c'est sûr que si on voit les risques, donc 2 degrés déjà, la planète, ce ne serait plus celle telle que nous la connaissons. 6 degrés, c'est à peine imaginable. Le niveau de la mer monterait de 60 mètres. Alors, quel est le risque que la température se réchauffe de 6 degrés? Eh bien, mes amis scientifiques m'ont dit 1,8%. Je dis, ce n'est pas avec ça qu'on va ameuter la population. Les gens sont très peu sensibles à ce danger. C'est curieux, j'ai vu encore une fois une étude récemment. Si on demande aux Français quelles sont les choses qui vous font peur ou qui suscitent votre inquiétude, 20% la sécurité. C'est curieux parce que le taux d'homicide annuel a baissé 100 fois depuis le XIVe siècle. Il était environ de 100 meurtres
par an pour 100 000 habitants, c'est tombé à 1. On n'a jamais vécu, contrairement aux apparences, c'est tout ce qu'on voit dans les médias, à une période où on a aussi peu de chances de mourir de mort violente dans l'année. Deuxième cause de peur, 13% le terrorisme. Ça fait 33% pour ce genre de choses. À quel point craignez-vous le réchauffement climatique et les bouleversements écologiques? 3% seulement, alors que c'est le grand danger et défi du XXIe siècle. Sans doute parce que nous ne sommes pas équipés pour réagir à des dangers qui semblent un peu lointains. Si je vous dis il y a 3 crocodiles et un rhinocéros qui arrivent à toute vitesse sur la Seine, tout le monde s'en va. Si je vous dis il y aura un rhinocéros dans 30 ans, il dit bon, on verra bien, c'est pas le problème. Donc c'est ça le problème. Donc si vous voulez cette urgence, il faut s'enlever. Alors je reviens à mon risque de 1,8% pour 6 degrés. On va se dire 1,8%, ça va, on peut gérer. Mais imaginez que ce soit le risque que votre avion s'écrase lorsque vous prenez l'avion. Ça voudrait dire 17 000 accidents d'avion tous les jours. Personne ne prendrait l'avion. Si vous avez une chance sur 60 que l'avion s'écrase, on ne prendrait plus l'avion. Moi, je serais mort depuis longtemps, j'en ai pris 80 l'année dernière. Donc c'est un risque énorme. On ne prendrait plus l'avion du tout. Donc c'est ça le genre de choses qu'il faut réfléchir pour se mobiliser un petit peu. Donc ceci dit, si vous voulez, je reviens sur cette idée. Vous voyez, avant l'Holocène, il y avait des périodes extrêmement instables de climat. Et puis, depuis 12 000 ans, le climat est exceptionnellement stable. C'est ça qu'il faudrait préserver. Alors, ça serait la grande accélération vers 1950. On la voit dans la concentration en CO2, l'utilisation d'eau douce, la perte des forêts tropicales et boisées. On voit ça dans la concentration en méthane. Alors, on peut vous demander pourquoi le méthane. D'abord, le méthane est 20 fois plus actif pour le gaz à effet de serre que le CO2. Et le méthane vient principalement de l'élevage industriel, donc de la fabrication de viande en gros. Et on voit à quel point aussi la viande, la consommation a été multipliée par exemple aux États-Unis par 50 en un siècle. Aujourd'hui, un Américain moyen mange 120 kg de viande par an par habitant, contre 3 et 4 en Inde, et environ 5 ou 7 en Afrique. En Europe, 80, 135 au Luxembourg, c'est le record du monde, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est un cas de figure, pourquoi? Parce que tout le monde y perd dans cette histoire. Je vous donne juste un exemple de l'interconnexion de tous ces facteurs. Bien sûr, d'abord les animaux. 50 milliards d'animaux terrestres sont tués par an pour nos besoins, enfin pour satisfaire nos désirs, qui ne sont pas forcément nécessaires. 1000 milliards d'animaux marins. Bon, sur le plan éthique, c'est quand même un peu une question qu'on peut se poser. En plus, c'est la deuxième cause de gaz à effet de serre. 15% des émissions de gaz à effet de serre viennent de l'élevage industriel et de toute la chaîne de production de la viande. C'est la deuxième cause après les bâtiments et avant même les transports, les voitures, les avions, les bateaux. C'est aussi un facteur d'accentuation de la pauvreté et des inégalités, parce que vous avez 700 millions de tonnes de grains, de céréales, qui sont expédiées d'Amérique latine et d'Afrique vers les pays riches pour la production de viande et qui pourraient nourrir plus d'1 milliard de personnes. En Somalie, pendant les famines, on continuait à expédier du grain en Angleterre pour nourrir les animaux, pour faire de la viande. Et alors la cerise sur le gâteau, ou sur le gâteux, si je pourrais dire, c'est que c'est même pas bon pour la santé. On va dire, ah oui, mais il faut nourrir nos enfants, etc., etc. Toutes les études longitudinales faites pour entre 5 000 et 100 000 personnes, entre 5 ans et 18 ans, aux États-Unis, en Europe et en Australie, ont montré sans équivoque que ceux qui mangent de la viande tous les jours, par rapport à ceux qui en mangent une fois par semaine ou moins, eh bien, il y a une augmentation du risque annuel de mortalité par les maladies cardiaques et du cancer de 15%. Alors vous allez dire, c'est des fanatiques du végétarisme qui vous disent ça. Eh bien, la preuve par 4, c'est que une compagnie d'assurance anglaise donne 15% de réduction sur les assurances vie à ceux qui sont végétariens. Donc eux, ils ne sont pas bêtes, ils ont fait des calculs. Donc, vous voyez, c'est toute cette production en masse qui est aussi tout à fait inhumaine, la façon dont nous traitons ces animaux. Quelqu'un m'a alerté récemment que dans les départements voisins, on allait zigouiller tous les bouquetins parce qu'ils avaient une maladie, la brucellose, en masse, alors qu'on pourrait très bien les soigner. Mais on les considère comme quantité négligeable, ils n'ont aucune valeur intrinsèque, alors qu'on ne se permettrait pas, évidemment, de faire ça à des êtres humains. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, retourner dans l'Himalaya, et si je me trouve devant un glacier au Bhoutan et regarder les glaciers fondre. Évidemment, ça, on peut faire ça.
je vais faire ça jusqu'à la fin de mes jours. C'est le 3e pôle, hein, tous les 2000 glaciers dans la chaîne himalayenne au Tibet, etc., qui font plus vite d'ailleurs que l'Arctique parce qu'il y a des parcelles de poussière qui se déposent sur la glace, qui absorbent la lumière. Alors tout ça, est-ce que ça ne serait pas parce que simplement, en fait, nous serions fondamentalement égoïstes et que cette idée d'altruisme, finalement, c'est un truc bisounours, ça ne va pas... en fait, c'est une vision totalement naïve, un peu voir tout ça à l'eau de rose, et qu'en fait, l'être humain serait fondamentalement égoïste. L'homme est un loup pour l'homme, disait Plaute. Alors d'abord, les loups sont des animaux sociaux qui sont, finalement, se comportent très bien les uns avec les autres. Et c'est certes qu'il y a des horreurs commises par les hommes, mais de dire que chaque homme est cruel pour chaque autre homme ou femme, c'est évidemment une vision totalement distordue de la réalité qui ne correspond pas à notre expérience. Alors, ce n'est pas le seul, il y en a d'autres qui ont dit, comme Freud, je n'ai découvert que fort peu de bien chez l'être humain, chez les hommes, d'après ce que j'en sais, ils ne sont pour la plupart que de la racaille. Donc avec ça, on est bien parti. Alors, sauf que ce n'est quand même pas le cas de tout le monde, ça ne correspond pas du tout, en tout cas, à mon observation personnelle au bout de 70 ans de vie. Et d'autre part, ce qu'on voit beaucoup plus, et ça on le voit un peu partout, moi j'ai beaucoup vécu au Népal, au Bhoutan, eh bien c'est la joie que les personnes ont à coopérer. Tout le monde dit, tous les anthropologues, et nous le savons nous-mêmes, quand on travaille ensemble, quand on coopère, il y a une joie, on fait la fête, on se retrouve. Cette année, on va construire la maison du voisin, l'année prochaine, ils viennent tous construire la vôtre. Il y a une grande joie à cette coopération qui est naturelle parce qu'on se rapproche, et on voit notre humanité commune, ça renforce les liens sociaux renforcent notre bien-être, et ce n'est pas non plus simplement réservé aux êtres humains. Ceci dit, il y a bien sûr, on va vous dire, oui, mais il y a la lutte pour la vie, il y a les vainqueurs et les perdants. C'est la survie du plus fort, et là, le plus fort, c'est le goéland. Alors oui, certes, il y a la compétition, il ne s'agit pas de le nier, mais si l'on relit, d'abord celui qui a parlé de la survie du plus fort, ce n'était pas Darwin, qui lui a beaucoup mis l'accent sur la coopération. Il a même dit, dans un passage d'un de ses livres, que nous pouvions étendre la bienveillance au-delà de ceux qui sont proches, donc ce n'est pas le gène égoïste, et même, disait-il, aux autres espèces. Donc on est loin du darwinisme social, du chacun pour soi, qui a été inventé par son disciple, enfin successeur Herbert Spencer, qu'on appelait à juste titre le bulldog de Darwin, et pas pour rien. Donc c'est vrai que la compétition existe. On n'a pas besoin d'écrire un livre pour prouver que l'égoïsme existe, que la compétition existe, tout le monde en est persuadé, ce n'est pas la peine de le prouver. Par contre, ce qu'on sait moins, c'est que la coopération, d'après tous les travaux, disons les théories récentes de l'évolution, la coopération a été beaucoup plus créative au fil de l'évolution pour arriver à des niveaux de complexité croissante et à l'animal social que nous autres sommes, et parmi bien d'autres animaux sociaux. Donc cette coopération est essentielle, elle est essentielle dans l'éducation, il est essentiel de coopérer au sein des institutions, etc. etc. Donc ça veut dire aussi que si l'on voit ce qui fait finalement une vie bien vécue, il y a eu un sondage d'opinion au sein de l'OCDE à propos justement des 10 facteurs qu'on a demandé à la population qui contribuent, à votre avis, davantage à une bonne vie, en gros. Eh bien, parmi ces 10 facteurs, il y avait par exemple les revenus. Eh bien, le revenu venait en 6e position. Ce qui venait en première position, c'était la qualité des relations humaines, au sein de la famille, dans le travail, dans la société. Et donc, si cette qualité de relation humaine est présente, eh bien, ça se traduit par une longévité accrue, ça se traduit par moins d'usage de substances addictives, une meilleure santé, etc. Et cette longévité, elle n'est encore une fois pas... ce lien social, la qualité du lien social, il n'est pas non plus réservé aux êtres humains. Alors voilà 2 centenaires japonaises. Il y a un certain nombre de points chauds pour les centenaires dans le monde. Et l'un d'entre eux est en l'île d'Okinawa au Japon. Et les sociologues ou les anthropologues qui ont étudié cette question
ont vu que le facteur qui était déterminant pour toutes ces communautés où il y avait beaucoup de centenaires, c'était précisément une communauté où tout le monde était très proche les uns des autres. Ils naissent, ils vivent, ils meurent ensemble, ils partagent les joies et les souffrances, ils font la fête, etc. Et donc c'est ça qui fait, en quelque sorte, qui, semble-t-il, permet tout cela. Alors revenons quelques instants sur cette idée que nous devrions aller vers un monde plus altruiste. Pour ça, il faut quand même reconnaître l'existence de l'altruisme véritable. Si l'homme était un loup pour l'homme et nous étions tous de la racaille, ça serait peine perdue, ce n'est pas la peine de se fatiguer, ça serait comme d'essayer de laver un morceau de charbon en espérant qu'il va devenir un jour briller comme de l'or. Ça ne fonctionnera jamais. Si par contre l'altruisme véritable existe, à ce moment-là, on peut le cultiver, on peut enseigner le comportement prosocial à l'école, le favoriser, et comme vous le verrez, ça marche très bien. Donc, il y a des psychologues qui se sont penchés là-dessus, contre l'idée reçue que si vous allez au fond des choses, vous trouverez toujours une motivation égoïste. Ces psychologues ont bien montré qu'aucun travail scientifique, aucune étude sociologique n'a jamais montré, ou disons venu à l'appui de la théorie de l'égoïsme universel. Bien au contraire, des gens comme Daniel Batson aux États-Unis, qui a travaillé 30 ans sur cette question, ont montré clairement que oui, bien sûr, l'égoïsme existe, mais qu'il y a un certain nombre de personnes, un pourcentage non négligeable, qui, quoi qu'il arrive, se comporteront de manière altruiste. Et donc, alors bien sûr, il y a des simulacres de l'altruisme. Vous pouvez, par exemple, encore une fois, faire preuve de générosité pour qu'on dise du bien de vous, pour qu'on fasse vos louanges. Mais est-ce que c'est vraiment toujours le cas? Si, par exemple, quelqu'un fait un don anonyme, très généreux, pour sauver la vie d'une centaine d'enfants atteints d'une maladie grave, et puis, donc, il ne s'attend pas à des louanges, parce que c'est un don anonyme, mais quand même, il va dire un jour à un ami, tu sais, c'est ce que j'ai fait de mieux dans mon existence, je me suis senti si bien après avoir fait ce don. Et si cet ami s'avère d'être un psychologue qui soutient l'idée de l'égoïsme universel, il dira « Ah ah, tu fais ça parce que ça te fait du bien, finalement, en fin de compte, ce n'est pas de l'altruisme. » Alors, est-ce que c'est toujours le cas? Regardez un peu ce qui se passe sur ces images. Ah, ça s'est arrêté là. Il y en a encore un autre comme ça. En gros, cette personne qui a sauté sur les rails pour sauver cette autre personne qui était tombée, vous croyez qu'il s'est dit « Ah, qu'est-ce que je me sentirai bien quand ça sera fini ?» Probablement pas. Néanmoins, si vous êtes encore un peu sceptique, vous allez entendre cette personne interviewée par un journaliste et il va dire, comme il le dit souvent, « Mais je n'avais pas le choix, je ne pouvais pas laisser cette personne mourir, bien sûr, j'ai sauté. » Vous n'aviez pas le choix. Ah, comportement automatique, instinctif, vous n'avez pas réfléchi, c'est donc pas de l'altruisme. Un comportement instinctif, c'est ni altruiste, ni égoïste, c'est automatique. Mais est-ce que c'est vrai? Bien sûr qu'il y a une décision, mais cette décision, elle est instantanée, elle reflète ce que vous êtes, et vous n'avez pas besoin de tergiverser pendant des heures. Cette personne ne va pas se demander pendant 3 heures, est-ce que je tends la main, je ne tends pas la main, si je ne tends pas la main, qu'est-ce qui va arriver, etc. Ça se fait naturellement, automatiquement. Et de plus, le choix, il existe. Comme vous le voyez, celui-là, il a tout à fait le choix. Et puis, il y en a d'autres personnes qui ont eu le choix, comme ici le pasteur André Trogmé et sa femme Magda, dans un village de Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire, c'est pas si loin d'ici, qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec la complicité de tout le village qui s'est mis, qui ont résisté à toutes les menaces de la Gestapo, du gouvernement de Vichy. Ils ont sauvé d'abord des réfugiés de la guerre espagnole, puis 3500 personnes juives qu'ils ont aidé à faire passer en Suisse. Ils l'ont caché dans le village, dans les bois, etc., etc. Jamais ils n'ont cédé, ils n'ont fait la moindre concession. Or là, on ne voit pas très bien, si vous voulez, c'est des gens qui ne connaissaient pas, qui n'étaient pas de la même religion qu'eux, c'était une communauté protestante. Ils n'avaient strictement rien à attendre en retour, ils ne cherchaient pas des louanges, ils cherchaient à échapper à la persécution et aux camps de concentration. On ne peut pas dire qu'ils faisaient ça pour se sentir bien. Et pourtant, ils l'ont fait. Et donc, nous sommes effectivement émus par le sort de l'autre, par la souffrance, mais encore une fois, comme je le disais au début, si on raisonne uniquement au travers de l'empathie, on peut tomber dans le burn-out, c'est-à-dire de l'épuisement empathique. Personnel soignant, des personnes qui sont impliquées dans pour
dans la société pour s'occuper de personnes en difficulté. À force d'être exposé à la souffrance, on sait par exemple qu'aux États-Unis, 60% de tout le personnel soignant a souffert ou va souffrir du burn-out dans leur carrière. C'est beaucoup. C'est une incapacité ensuite de continuer à aider les autres. C'est en quelque sorte la détresse empathique qui monte, qui devient un fardeau. Et nous avons étudié ce phénomène avec Tanja Singer, qui est une grande neuroscientifique allemande à l'Institut Max Planck de Leipzig. Et nous sommes aperçus que l'empathie et l'amour altruiste étaient en fait se répercutaient dans deux réseaux différents dans le cerveau. Ce n'est pas la même chose. Et que, de fait, si on n'a que l'empathie, c'est un peu comme une pompe à eau, une pompe électrique sans eau, elle tourne, elle tourne, elle tourne et elle brûle. Et ce qui manque, c'est l'eau de l'amour altruiste, de la bienveillance, de la chaleur humaine. Et moi-même, j'ai travaillé avec Tanja Singer. Elle m'a demandé si je pouvais méditer que sur l'empathie. J'ai dit, comment est-ce qu'on fait ça? Pas de compassion, on laisse tomber la compassion. Et j'ai essayé un peu, et au bout d'une heure, j'avais un burn-out, j'étais dans l'IRM. Et puis quand je suis passé à la méditation sur l'amour altruiste, c'était complètement différent. Au lieu de toutes ces images de souffrance, je les enveloppais d'amour, de bienveillance, et dans le cerveau, c'était un changement du tout au tout. Nous avons publié des papiers, et Tanja Singer maintenant a fait une étude d'1 an avec 350 volontaires qui a montré très clairement qu'en fait, cette pratique, cet entraînement à l'amour altruiste qui peut être introduit par exemple dans les études médicales ou dans la formation médicale est un remède, et le meilleur remède au burn-out. D'ailleurs, des gens qui manifestent ça spontanément, comme cet homme chinois qui avait perdu ses 2 jambes à l'âge de 5 ans et qui toute sa vie s'est mis aussi au service de ceux qui souffraient avec joie. Donc, en gros, ça prendrait beaucoup plus longtemps pour vous donner toutes les études, tous les détails, tous les raisonnements philosophiques et logiques qui montrent que oui, à côté de l'égoïsme, l'altruisme véritable existe. C'est une possibilité en nous, c'est un potentiel que nous avons. Alors, ceci dit, bon, le monde est ce qu'il est, ça serait pas mal non plus d'augmenter ou d'actualiser encore plus ce potentiel et de l'exprimer dans tous nos actes et dans toutes les couches de la société et dans face aux défis que nous devons relever. Alors pour ça, il faut 2 choses. Il faut une transformation personnelle, parce que si nous-mêmes ne nous transformons pas, la société ne va pas se transformer toute seule. Il ne suffit pas de transformer les institutions, qu'un État dise « bon, maintenant tout le monde est égoïste à partir de demain matin à 8 heures, on va changer l'heure, en même temps vous allez devenir altruiste ». Ça ne fonctionne pas. Donc il faut qu'une masse critique d'individus change et que les cultures changent, que la société change. Donc comment passer de l'un à l'autre? Tout d'abord, est-ce que la transformation personnelle est possible? Alors, il y a 2 approches. L'approche de la pratique spirituelle, contemplative, qui peut être aussi faite de manière purement laïque, à savoir entraîner son esprit à l'amour altruiste. Ça peut être renforcé par une pratique religieuse ou spirituelle, comme le bouddhisme, la chrétienté, l'islam ou l'hindouisme ou autre. Mais en soi, l'amour altruiste n'appartient pas à aucune des religions. C'est quelque chose de beaucoup plus fondamental finalement que les croyances religieuses, parce que chaque être a besoin de recevoir et de donner de l'amour au cours de sa vie. Donc nous pouvons entraîner parfaitement ces qualités d'une manière tout à fait sans avoir recours à des religions, et les neurosciences montrent que si vous entraînez à quelque chose, en particulier à l'amour altruiste, votre cerveau va changer structurellement et fonctionnellement. Donc il y a une quinzaine d'années environ, une collaboration a commencé entre des neuroscientifiques et des psychologues et des grands méditants. Alors, ce n'est pas les grands maîtres spirituels que j'ai rencontrés. Ici, Kangyo Rinpoche, que j'ai rencontré en 1967. J'ai étudié auprès de lui pendant 7 ans. Et puis, Dilgo Khyentse Rinpoche, auprès de qui j'ai étudié pendant 13 ans, jusqu'à sa mort. Et donc, ce sont les disciples de ces maîtres qui se sont prêtés à ces expériences. Vous voyez ici un autre maître tibétain qui a été donc à Madison, au Wisconsin, dans le laboratoire de Richard Davidson, pour voir les effets de l'entraînement de l'esprit. Alors la méditation, c'est un mot très générique, c'est comme entraînement. Alors, vous dites à quelqu'un « je m'entraîne ». Il dit « bon, à quoi? Au badminton ou au rugby? C'est pas pareil ». Donc la méditation, on s'entraîne à quoi? Ça peut être l'attention, la présence attentive, ça peut être l'amour altruiste, ça peut être l'équilibre émotionnel, la présence ouverte, une sorte
de lucidité de chaque instant. Il y a toute forme de méditation. On peut l'étudier par l'électroencéphalogramme, comme ici, ou bien avec l'IRM fonctionnel. Là, c'est la première fois que je faisais ça. J'étais chez Richard Davidson, et là, il est très content, Richard Davidson, parce que je sors après 2h30 dans un IRM, et j'ai l'air à peu près encore en bon état. Maintenant, j'ai dû passer 120 heures dans les IRM. Je suis devenu un cobaye volant de laboratoire en laboratoire. Mais bien d'autres méditants, des hommes, des femmes, des moines, des laïcs, des occidentaux, des orientaux, ont maintenant participé à ces études, et les résultats ont toujours été à peu près les mêmes. Si on voit par exemple en imagerie mentale les effets de l'entraînement à la méditation sur l'amour altruiste, ici à gauche, vous voyez le cerveau d'un méditant au repos, c'est-à-dire quand il ne fait rien, il reste dans un état neutre dans l'IRM, et puis on lui demande de s'engager intensément dans la méditation sur l'amour altruiste, et vous voyez qu'il y a des zones qui sont fortement activées, qui correspondent au sentiment d'affiliation, à l'amour parental, un sentiment de gratification sur une pensée qui vous sentez comme étant noble, disons, ou qui vaut la peine d'être cultivée, des affects positifs aussi. Donc tout c'est un réseau d'air dans le cerveau qui correspondent aussi au bien-être d'une certaine manière. Et puis si vous regardez le cerveau de personnes novices à qui on a donné ces instructions, comment méditer sur l'amour altruiste, c'est pas sorcier, c'est pas mystérieux, qui en ont fait pendant quelques jours, et puis qui viennent au laboratoire, et quand ils sont au repos, il ne se passe rien, quand ils sont en méditation, il ne se passe rien non plus, c'est normal, ils ne sont pas entraînés. Alors, ceci dit, on va dire oui, c'est très joli, ça c'est des personnes qui ont fait entre 10 000 et 60 000 heures de méditation, en gros, ce n'est pas pour nous. Mais si, parce que maintenant, il a été montré que même 4 semaines de méditation sur la pleine conscience bienveillante, qui est encore mieux que la pleine conscience, entraîne des modifications structurelles dans le cerveau. Donc vous avez des aires du cerveau qui augmentent en densité de matière grise et même en volume, ne serait-ce qu'en 4 semaines. Alors, ce n'est pas énorme, mais c'est quand même beaucoup plus qu'un groupe témoin qui a fait autre chose, qui n'a rien fait, ou qui a joué aux cartes, ou n'importe quoi. Donc, si vous voyez, c'est à partir du moment où on s'entraîne à quelque chose, on le voit chez les personnes qui apprennent à jongler, on le voit chez les musiciens qui entraînent, un violoniste qui entraîne ses doigts. Dès qu'on apprend quelque chose et qu'on s'y entraîne, le cerveau change. Alors, est-ce qu'on pourrait faire ça, par exemple, de manière laïque, dans l'éducation ? C'est très difficile d'avoir des nouvelles idées dans l'éducation. Eh bien, oui. Il y a une équipe, toujours sous la direction de Richard Davidson à Madison, qui a pris des enfants de maternelle, entre 4 et 5 ans, et qui a fait un curriculum pendant 10 semaines fondé sur l'attention et sur les comportements prosociaux, c'est-à-dire sur la bienveillance. Alors, ça consiste d'abord à des respirations, comme ça, en faisant attention à la respiration, attention à ses émotions, prendre conscience des émotions des autres enfants, et puis des interventions de gratitude, d'œuvrer en coopération ensemble, d'être conscient de la joie et de la tristesse d'autrui, de résolution des conflits par le dialogue, etc., etc. Et on s'est dit, bon, que c'est quand même des enfants de 4-5 ans, on fait ça de façon ludique, bon, ça ne va pas mener à grand-chose. Au bout de 10 semaines, 40 minutes, 3 fois par semaine. Eh bien, si, ça amène une différence considérable si on voit les comportements prosociaux, c'est-à-dire à quel point ils s'entraident, il y a moins de conflits, etc., etc., par rapport à un groupe témoin. Fort de ces expériences préliminaires sur quelques écoles, maintenant une intervention va être appliquée à 100 000 enfants, et puis après, on peut proposer ça à des gouvernements, et j'espère que ça viendra aussi dans nos pays. Et pour voir à quel point quelles pouvaient être les répercussions d'une telle intervention, les scientifiques ont se livré au test ultime, ça c'est le top du top de la science, c'est le test des autocollants. Alors comment ça marche ? Vous allez déterminer, donc les scientifiques vont regarder dans la classe, pour chaque enfant, ils vont lui demander quelle est ta meilleure amie dans la classe. Ensuite, ils vont dire quelle est la petite fille que tu ne peux pas piffrer. Et puis, on va leur donner des autocollants, et dire, maintenant, tu vas les donner, tu vas les mettre dans des enveloppes,
Il y a 4 enveloppes avec la petite fille qu'elle préfère, celle qu'elle ne peut pas voir en peinture, un enfant inconnu et une petite fille malade, visiblement. Et voilà, donc on leur donne les autocollants, il faut les donner. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au début, avant l'intervention, ils donnent tout à leur meilleure copine. C'est normal, c'est ce qu'on appelle la division entre mon groupe et les autres, et c'est très fort. Bon, c'est une tendance qui amène aux discriminations. Et alors, on va se dire pareil, au bout de 10 semaines, bon, ça va peut-être changer un petit peu. Eh bien, ça change plus qu'un petit peu, parce que vous avez quasiment une distribution homogène, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de distinction entre mon groupe et l'autre. On donne autant quasiment à sa meilleure copine qu'à celle qu'ils n'aimaient pas trop voir en peinture. Donc, vous voyez, si on songe, et on le voit bien dans nos sociétés aujourd'hui, aux effets délétères des discriminations de religion, de classe sociale, de race, etc., si on pouvait déjà, c'est des enfants tout petits, et que ça se répercute plusieurs mois après, ce qui est le cas, les études qui ont suivi montraient que cette absence de discrimination se poursuit, et c'est des interventions qui sont peu onéreuses, que les enfants aiment beaucoup ça, on voit à quel point ça pourrait être un bienfait pour la société. Alors, pour montrer quand même qu'il y a de l'espoir, j'ai mentionné au début, en fait, ce qu'on appelle la banalité du bien. Et c'est vrai que ça ne correspond pas à l'image que l'on a à cause des médias, parce qu'il se passe toujours quelque chose d'horrible quelque part dans le monde, et du fait de cette rapidité des moyens de communication, il y a 200 ans, on ne savait pas s'il y avait eu un meurtre horrible au Texas. Aujourd'hui, on le sait instantanément partout. Mais ceci dit, il est clair que la violence n'a cessé de diminuer. Ça peut paraître contre-intuitif à beaucoup d'entre nous, mais c'est le cas. Et c'est indubitablement le cas. Toutes les études en profondeur, historiques, statistiques, sérieuses l'ont montré. Voilà par exemple la diminution des homicides en Europe sur 400 ans. À Oxford, en 1350, il y avait 1000 meurtres, homicides par an pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, c'est 0,6. Et donc, ça a diminué entre 100 et 50 fois en Europe. Il y a que la Sicile qui est encore à 12, on ne sait pas trop pourquoi. Mais c'est comme ça. Donc, on n'a jamais aussi peu de chances de se faire tuer dans la vie. Alors, il y a les conflits, il y a les guerres. Certes, il y a la guerre entre l'Irak et l'Iran, 1 million de morts. Aujourd'hui, vous avez Daesh, il y a le Soudan du Sud, etc., etc. Mais si vous prenez globalement, il y a 2 banques de données qui font ça dans le monde, en Suède et aux États-Unis, qui analysent tous les conflits mondiaux, quels qu'ils soient. Dès qu'il y a 50 morts, un conflit frontalier entre groupes ethniques, groupes religieux, vous prenez le nombre de conflits et vous divisez par le nombre de victimes. Ça paraît assez simple. Eh bien, après la Deuxième Guerre mondiale, en 1950, c'était presque à 60 000. Aujourd'hui, on est environ à 1000. Ce qui veut dire qu'il y a quand même moins de conflits globalement et que ces conflits font moins de victimes en dépit de toutes les horreurs que l'on continue à voir localement dans certains endroits. Si l'on regarde par exemple la violence domestique, qui reste une des causes premières de violence dans le monde, la violence contre les femmes et contre les enfants, eh bien on voit déjà que pour ce qui est de la maltraitance physique des enfants, qui est un phénomène extrêmement grave, en 20 ans aux États-Unis, il a diminué de moitié. Donc tout ça, ça veut dire qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, en gros, on voit qu'il y a déjà une possibilité de transformation individuelle. Nous pouvons changer, l'entraînement de l'esprit le montre, les neurosciences le montrent, et on peut changer notre cerveau fonctionnellement, structurellement. En quelques semaines, ça commence, ensuite on le renforce petit à petit. Est-ce que ça va suffire à changer la société? Je me rappelle, mon ami André Comte-Sponville me disait, à propos de tout ça, il me dit, c'est très joli, Mathieu, tes trucs de méditation, ça ne va pas changer les institutions. Regarde, Aristote était en faveur de l'esclavage. Je trouve ça très bien, Aristote. Aujourd'hui, bien sûr, on considère tous l'esclavage comme une abomination, bien qu'il y ait encore une 40aine de millions de personnes qui soient en esclavage dans le monde, mais au moins ça a été aboli légalement dans tous les pays du monde. Il a dit « Je ne me sens pas meilleur être humain qu'Aristote, nos coutumes et nos institutions ont changé, pas les hommes. » Alors, sur le moment, je ne sais pas trop quoi dire, mais en ayant bien réfléchi, je me suis dit « Si je traduis ça en langage scientifique, qu'est-ce qu'André Comte-Sponville voulait dire ?» Finalement, il voulait dire qu'on a les mêmes gènes qu'Aristote, ça on le sait. Mais qu'est-ce qui a changé? Eh bien, d'abord, la façon dont on grandit. On grandit dans un milieu où on vous enseigne tout jeune qu'il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, qu'il ne s'agit pas d'être raciste, qu'il faut respecter les autres.
Et donc, votre cerveau, votre épigénétique va se former en fonction de cette culture prédominante. Et ce qu'il y a de passionnant, et ce que j'ai découvert en faisant les travaux de recherche pour le livre sur l'altruisme, c'est que l'évolution des cultures va plus vite que celle des gènes. À savoir que, si vous voulez, la transformation individuelle à la société fait que les cultures changent, et on n'a pas besoin pour ça qu'il y a un nouveau gène altruiste dans l'espèce humaine. Ça pourrait prendre 50 000 ans, ça sera beaucoup trop tard pour l'environnement. Ceci dit, lorsque nous grandissons dans une culture différente, nous sommes différents, parce que pour nous, il est hors de question de rétablir l'esclavage, parce que c'est pratique, que c'est peut-être bon économiquement, etc., etc. Donc nous sommes différents, et maintenant, cette évolution de culture est cumulative de génération en génération. Donc les individus changent. À partir du moment où il y a une masse critique, par exemple 10 personnes en Angleterre ont décidé qu'il fallait abolir l'esclavage en 1780 ou quelque chose comme ça. Tout le monde a rigolé. À la Chambre des députés, ils ont dit « mais c'est impossible, l'Empire britannique va s'écrouler, économiquement, nous ne survivrions pas si on abolissait l'esclavage ». Eh bien, 10 ans plus tard, l'opinion s'est retournée, et maintenant, aujourd'hui, évidemment, c'est clair qu'on ne va pas rétablir l'esclavage. De même, notre attitude vis-à-vis de la guerre, si on voyait la Première Guerre mondiale, je veux dire, naïvement, les gens partaient en chantant au champ de bataille, dans cette horreur qu'a été la Première Guerre mondiale. On disait que la guerre était le creuset des civilisations. Plus personne n'oserait dire ça aujourd'hui. Notre attitude vis-à-vis de l'environnement, il y a 30 ans, on s'en fichait. L'environnement, c'est une affaire d'ornithologues, d'écolos. Moi, quand je lisais Le Printemps silencieux de Rachel Carson, j'étais ornithologiste, ça intéressait très peu de gens, une bande d'hippies un peu naturalistes, etc. Aujourd'hui, on ne sait pas comment vraiment prendre ce problème à deux mains, mais tout le monde sait que c'est un problème très grave, et sans doute le plus grave du XXIe siècle. Donc les cultures changent, et c'est une bonne chose, parce qu'on peut imaginer aller vers une culture plus altruiste. Alors comment ? Les gens vont dire, oui, mais vous aurez toujours les égoïstes qui vont vous couper l'herbe sur le pied. Effectivement, si nous étions confrontés un à un altruiste invétéré, non, un égoïste sans merci, toujours un contre un gentil altruiste. Les altruistes disparaîtraient de la planète en 3 générations. Mais attention, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les altruistes, d'abord, aiment à se regrouper. Ils ont des affinités les uns avec les autres, ils coopèrent, ils œuvrent ensemble. Et là, un groupe d'altruistes qui coopèrent a un avantage sélectif évident sur une collection, non, c'est même plus un groupe, d'individus égoïstes qui ne coopèrent pas, qui se tirent dans les pattes du matin au soir, qui essaient de tirer la couverture à eux. Et donc cet ensemble d'altruistes qui travaillent ensemble auront un avantage sur ce groupe d'égoïstes. Et ça a été montré, il y a toutes sortes de modèles qui ont été faits par les spécialistes de l'évolution, qu'effectivement, une culture qui est davantage fondée sur la coopération, nous sommes déjà, en tant qu'êtres humains, des super coopérateurs. Une ville comme Albertville ne fonctionnerait pas sans la coopération implicite, même si tout le monde se met le matin en disant « je vais coopérer avec tout le monde », mais c'est à cause de cette coopération que les choses fonctionnent, sinon rien ne fonctionnerait du tout. Mais nous devons passer à un degré supérieur de coopération. Alors, que faire ? Eh bien, effectivement, je pourrais, moi-même, en ce qui me concerne, retourner dans mon ermitage. C'est très confortable. Ce n'est pas mon ermitage, il est beaucoup plus petit que ça. Il fait 3 mètres sur 3, mais c'est ce que je vois le matin à 3 km de mon ermitage. Je suis bien tranquille et je pourrais terminer mes jours là-bas sans autre forme de procès. Ceci dit, on peut aussi essayer d'intervenir de différentes façons, notamment favoriser la coopération. Donc pour ça, par exemple, dans l'éducation, aller vers une éducation plus coopérative que compétitive. Et ça, il y a des efforts qui sont faits dans différents pays du monde, et c'est une excellente chose. Favoriser la coopération au sein de l'entreprise. Et on sait que les entreprises où il fait bon travailler, de nombreuses études ont montré qu'elles prospèrent mieux. C'est normal. Si vous êtes content d'être là, si vous êtes content de faire ce que vous faites, vous avez tendance à y rester et à faire de votre mieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire une entreprise où il fait bon travailler ? C'est une entreprise où la confiance règne, où les gens se comportent de façon décente les uns avec les autres, ils ne sont pas là à rivaliser, à s'épier, à se dénoncer, et donc il y a une atmosphère de chaleur humaine qui règne dans l'entreprise. Donc c'est une entreprise où la coopération règne. Donc pour autant que la compétition soit saine entre entreprises pour justement éviter que les prix s'envolent pour le consommateur, au sein de toute communauté, il vaut mieux que l'harmonie règne. Donc favoriser
la coopération. Il faut également une harmonie durable. C'est un concept que je trouve intéressant parce que c'est plus peut-être, ça nous inspire plus que l'idée de développement durable. Quand on pense à développement, on ne peut pas s'empêcher de penser à un développement quantitatif, davantage les ressources naturelles. Alors si c'est des ressources renouvelables, ça va bien, mais non renouvelables, ça ne va plus du tout. Une harmonie durable, ça veut dire quoi? Sur le plan social et humain, une harmonie durable, maintenant, ça veut dire une société harmonieuse, une société où il y a moins d'inégalités. On ne trouve plus la précarité au sein de la richesse. Donc chacun peut mener une vie décente. Sur le long terme, harmonie durable, c'est rester au sein des limites planétaires, de sorte qu'on reste en harmonie avec la biosphère, avec les autres espèces, et que nous cessions de saccager la planète. Donc c'est une croissance qualitative qui peut aussi avoir une augmentation des ressources d'énergie qui sont nécessaires aux populations les plus pauvres pour sortir de la pauvreté, à condition que ça soit dans le domaine des énergies renouvelables, et c'est tout à fait possible. On voit en Allemagne, par exemple, maintenant 15% déjà toute l'électricité est sous une forme renouvelable. Stockholm, en Suède, 100% d'énergie renouvelable, toute la ville. Ils ont mis une taxe très élevée sur le carbone et ça a pris 3 ans. Il n'y a plus de chauffage au mazout, il n'y a plus rien, c'est toute énergie renouvelable. Donc c'est possible, c'est faisable, et c'est à nous de décider. Il faut une économie positive, c'est-à-dire qu'il y a 2 choses que l'économie égoïste ne peut pas accomplir. Ce qu'on appelle traditionnellement l'homo economicus, l'homme économique, est censé ne faire rien d'autre que de maximiser ses préférences et ses intérêts personnels. Ça ne permet en aucune façon de résoudre 2 questions. La première, c'est la précarité au sein de la richesse. L'homo economicus n'a aucun intérêt à sortir de ses intérêts personnels pour aller essayer de sortir les gens de la pauvreté. C'est même plus pratique de les maintenir pour avoir des salaires bas, etc. L'autre chose que l'homo economicus ne peut pas faire, c'est s'occuper du problème des biens communs, à savoir la qualité de l'air, des océans, de l'environnement. Parce que 2 fois, il faut aussi sortir de cette maximisation à court terme des intérêts personnels. Donc il y a des grands économistes comme Denis Snauer, que je viens de voir pendant quelques jours à l'Institut d'économie de Kiel en Allemagne, qui est un des grands fervents promoteurs de cette idée d'une caring economics, de l'économie bienveillante, ou qui tienne de l'homo altericus, si l'on pourrait dire. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Également, un engagement local, une responsabilité globale. Il ne faut pas se dire, moi, si je fais ça quelque chose tout seul, qu'est-ce que ça va changer? Le fait que nous soyons fondamentalement interdépendants fait que si nous changeons, il y a un phénomène de contagion. J'ai vu récemment une étude très intéressante qui montre que si vous vous comportez de façon très bienveillante vis-à-vis de quelqu'un, en l'aidant, en faisant quelque chose, et qu'ensuite vous voyez comment cette personne se comporte avec les autres, et comment ces autres se comportent avec les autres, on a pu mesurer qu'un moment, disons, un comportement de bienveillance, une situation bienveillante qui a duré par exemple 10-15 minutes, on la retrouve 6 degrés plus loin. C'est-à-dire que les personnes qui deviennent bienveillantes vis-à-vis de celles qu'ils rencontrent, puis celles qu'ils rencontrent, puis celles qu'ils rencontrent. Donc des gens qui ne se sont jamais rencontrés. C'est cette sorte de contagion qui se propage un peu comme si vous jetez un caillou dans une mare, vous avez des ondes qui se propagent. C'est assez fascinant, cette contagion un peu de la bienveillance, mais c'est aussi une contagion de l'égoïsme. Donc ça dépend, il est important de voir qu'est-ce qu'on va propager dans la société. Un engagement local, une sens de responsabilité globale. Martin Luther King disait, nous sommes venus dans des vaisseaux différents, maintenant nous sommes dans des barques différentes, maintenant nous sommes tous dans le même bateau. Et il est clair que des marins qui veulent traverser l'océan, il vaut mieux qu'ils coopèrent que le contraire. Il faut également étendre l'altruisme aux 1,3 million d'autres espèces, parce qu'ils ne sont pas simplement là pour nous distraire ou pour nos besoins, ils ont une vie en eux-mêmes, ils ont une valeur intrinsèque, et nous devons respecter les autres espèces qui sont nos concitoyens dans ce monde, et ne pas s'imaginer qu'ils sont simplement là pour notre bon plaisir. Enfin, il faut oser l'altruisme, il ne faut pas penser que c'est un concept un peu utopique, naïf, mais voir au contraire comme quelque chose d'extrêmement pragmatique. Les religions doivent aussi jouer leur rôle. Le pape François fait beaucoup de choses dans ce sens, aussi bien à propos de l'environnement que vis-à-vis des pauvres, et c'était très inspirant de voir son action et l'impact qu'il a sur le monde.
Le Dalai Lama, lui aussi, a déclaré « Ma religion est celle du bon cœur ». Et Martin Luther King disait « C'est à chaque homme et à chaque femme, bien sûr, de décider s'il ou elle marchera dans la lumière de l'altruisme créatif ou dans les ténèbres de l'égoïsme destructeur. » Et je voulais juste rajouter qu'on va mettre aussi la compassion en action. Grâce à mon humble présence ici, à l'aimable invitation d'Alibert, que je remercie beaucoup, du Grand Bivouac, de la mairie et des citoyens d'Albertville, eh bien, nous allons pouvoir continuer à aider au Tibet, au Népal et en Inde les populations qui en ont bien besoin. Et en ce moment, nous nous focalisons principalement sur le Népal, mais sans pour autant négliger le reste. Donc Karuna, ces chaînes existent maintenant depuis une quinzaine d'années. Nous avons accompli 160 projets dans le domaine de la santé, de l'éducation, des services sociaux. Ici au Népal, voilà une clinique qui soigne 35 000 patients par an. 60 personnes y travaillent. Nous avons un centre de soins palliatifs. Le Népal donc, a été ravagé par 2 puissants tremblements de terre et 400 répliques depuis. Vous voyez, donc 700 000 maisons ont été détruites, 8 000 personnes ont trouvé la mort, 5 000 écoles ont été endommagées ou détruites. Et donc nous agissons avec nous-mêmes ainsi que différentes ONG. Et nous avons pu donc en 3 mois aider 200 000 personnes dans 574 villages. C'était la dernière statistique que j'ai eue. J'étais au Népal il y a 10 jours. Et en distribuant 600 tonnes de riz, etc., 15 000 tentes. Et donc, ça nous a permis, en travaillant avec des ONG locales, d'être immédiatement efficaces. Nous travaillons notamment avec une ONG des droits de l'homme qui, d'habitude, surveille les élections. Donc, ils ont la liste de tous les villages. Eux, ils n'ont pas de moyens financiers, mais ils ont une logistique formidable. Ils ont une dizaine de personnes qui travaillent avec nous. Et donc, avec eux, on fait les plans. On voit quel village n'a reçu aucune aide. On va dans ces villages. Certains sont à plusieurs jours de Katmandou. Et on essaie d'aider. Donc c'est ça que nous allons continuer maintenant, même si l'urgence immédiate, pour l'instant, est encore passée. Mais il faut vous dire que la plupart des maisons ne sont pas reconstruites encore. Et il faut donc maintenant des projets de réhabilitation qui passent par la sécurité alimentaire, par l'éducation, reconstruire des écoles, par la santé, électrification solaire, prévention du trafic humain, trafic des femmes et des enfants. Et donc tout ça doit être fait. En Inde également, nous avons un centre de santé dans le Bihar et le Jharkhand, 2 États très pauvres de l'Inde, près de Bodh Gaya. Et nous touchons 270 villages, soignons 80 000 personnes par an. Ça, c'est le centre de notre poche de santé. Nous traitons la tuberculose, nous avons un laboratoire. Nous avons des motivateurs dans les villages, nous faisons l'alphabétisation des femmes, etc. etc. Au Népal, nous avons travaillé aussi avec un entrepreneur social qui faisait des écoles en bambou et nous pouvions construire pour 100 000 € une école en bambou pour 2000 enfants, dont 60% de filles. Au Tibet, nous avons construit une vingtaine de cliniques, 25 écoles dans des régions nomades où il n'y avait ni école ni clinique. Donc ça fait une grosse différence. Comme vous le voyez, il y a peut-être besoin d'un pont. Ça, c'est notre voiture. Alors là, il y a une route. Et là, il y a une rivière. Bon, allez savoir où ça commence, où ça finit. Donc, il faut des ponts. On en a construit 18, dont un sur le Yangtze, 3 sur le Mékong. Tous les grands fleuves d'Asie, d'ailleurs, viennent du Tibet. Les fleuves du Tibet irriguent 40% de la population agricole mondiale, en Chine, en Indochine, au Vietnam, au Laos, etc., en Inde, bien sûr. Donc, c'est essentiel. Nous occupons aussi des personnes âgées. Il y a généralement des familles étendues. On ne laisse jamais les personnes âgées pour compte, on ne les isole pas. Mais il y a des personnes âgées qui n'ont pas plus de famille, donc on essaie de les aider. Des écoles en région nomade aussi essaient de mettre l'accent sur l'éducation des filles. Plusieurs d'entre elles maintenant, une soixantaine, font des études supérieures, des jeunes filles qui normalement n'auraient su ni lire ni écrire. Il y a une joie d'étudier qu'on observe là-bas. Il y a aussi un tremblement de terre au Tibet en 2010, à la région de Yushu, qui a fait aussi presque 10 000 morts. Et nous avons aidé beaucoup pendant 2 hivers consécutifs. Et cette année, en ce moment, ça va un peu s'interrompre avec l'hiver, mais au printemps prochain sera terminée
une école antisismique pour 300 étudiants pensionnaires à 3800 mètres d'altitude. Donc ça, c'est l'ensemble de nos projets. Et puis, quelques images de ces beaux pays. Les photographes ne résistent jamais à coller des images de leurs photos, même si ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont dit. Donc voilà. Et puis, notre petite fille Karuna, vous trouverez, je pense, des brochures de Karuna Setchen à la sortie. C'est notre Karuna Girl. Alors, je l'ai photographiée quand elle avait 7 ans, je crois, en 2005, et dans une cuisine près de l'une de nos cliniques. Cette petite fille si ingénue, si belle à voir. Et il y a 2 ans, donc un certain nombre d'années plus tard, je l'ai retrouvée. Et voilà, c'est comme la petite fille afghane de Steve McCurry. Et elle s'appelle Bel Océan de Turquoise. Et donc, vous pouvez voir ici aussi le site pour nos projets humanitaires. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Et je vous remercie beaucoup de votre présence. Le simple fait que vous soyez là avec nous ce soir et que j'étais si aimablement invité et reçu par la ville d'Albertville, par le Grand Bivoire, par Alivea, tout ça fait qu'ensemble, nous faisons partie maintenant de cette famille de Karuna. C'est l'engagement local et la responsabilité globale qui fait que vous pouvez maintenant vous dire que votre présence se répercutera par une présence dans ces villages, dans ces écoles, dans ces lieux nomades, parmi les populations népalaises, en Inde, etc. Donc merci beaucoup, et voilà. Merci infiniment. Le temps est compté, on aimerait rester là avec vous pendant des heures. Malheureusement, vous devez partir. Et puis nous, on doit regarder d'autres films aussi. On a le temps pour une toute petite question surprise qui nous vient de quelqu'un qui a suivi toute la conférence sur Internet. Est-ce qu'on peut avoir la question à laquelle vous voudrez bien répondre un peu rapidement, malheureusement? C'est une question qui nous vient d'un internaute qui a suivi la conférence sur Twitter. Et donc cette question, c'est est-ce que vous arrivez à avoir un impact auprès des gouvernements dans le monde pour sensibiliser et mettre en place ce concept d'altruisme? C'est un peu ambitieux, n'est-ce pas? Je crois que vous savez, ce qu'il y a de beau avec l'interdépendance, c'est que ce ne sera jamais une personne, et certainement pas moi, qui ferait cette différence. Mais ce que j'ai observé depuis une dizaine d'années, et au fil de mes rencontres, qui ont permis d'ailleurs que j'écrive ce livre sur l'altruisme, parce que la plupart des scientifiques, des entrepreneurs sociaux, dont je rapporte les travaux dans Plaidoyer pour l'altruisme, la plupart je les connais, j'ai passé du temps avec eux, j'ai pu discuter en plus de leurs livres et de leurs papiers scientifiques, et je me suis aperçu c'est ça qui m'encourage en fait, c'est que de toutes parts, aussi bien parmi les psychologues, les spécialistes de l'environnement, ceux qui font des modèles mathématiques de l'évolution, les travailleurs sociaux, comme mon ami Bunker Roy en Inde, qui fait le collège des va-nu-pieds, dans lequel il éduque des grands-mères illettrées, devenir ingénieurs solaires, plein de choses comme ça. Partout dans le monde, je crois que ce qui va émerger, ou le crowdfunding, choses comme Kiva, qui n'existait pas il y a 5 ans, et qui maintenant fait 2 milliards de microcrédits de prêts à des personnes qui veulent construire une toilette pour une école de filles dans le sud de l'Inde, etc., etc. Donc tout ça émerge de toutes parts. Je crois que la grande révolution du XXe siècle qui se poursuit au XXIe siècle, c'est la révolution des ONG, c'est la société civile, c'est vous, les citoyens. C'est maintenant tous les secteurs de l'économie qui veillent, les banques coopératives, l'impact investing, le crowdfunding, le microcrédit, entrepreneurs sociaux, etc. Les investissements socialement et environnementalement responsables. Tout cela contribue à changer le monde. Et finalement, les politiciens, on sait bien, ils sont élus par les citoyens. Et si effectivement la question de l'environnement, la question de la justice sociale, des inégalités, la question, etc., si vous voulez, était vraiment au cœur de nous tous, eh bien, les politiciens que nous élirons seront différents. Et je crois que, donc, en fait, c'est nous qui allons changer les politiciens, et effectivement, ça tient à notre bulletin de vote, finalement.
Merci infiniment. Oui, j'ai pas vu le temps passer parce que ça marche pas bien. Bon. On continue, je vais libérer la place pour accueillir Jeanne Mascolo. Et le temps qu'elle arrive, je vous la présente un tout petit peu. Jeanne Mascolo est amoureuse de l'Himalaya depuis très longtemps. Elle est partie en 1976 en autostop de Paris vers l'Inde. Et ce chemin l'a conduit à Dharamsala et dans d'autres endroits, au Ladakh assez rapidement. Elle est une des premières guides à avoir monté des expéditions au Ladakh. Et une des premières documentaristes aussi à s'être intéressée à ces régions du Tibet, de l'Inde et du Népal. Jeanne a réalisé déjà de très nombreux documentaires à travers le monde, beaucoup en Himalaya aussi. Elle continue à travailler sur des projets de films liés à l'Himalaya et au bouddhisme. Et on a le plaisir de voir aujourd'hui le très beau film qu'elle a fait sur le travail de Mathieu. Et je vais vous demander, peut-être Jeanne, est-ce que tu peux nous raconter la naissance de ce film? Parce que vous êtes amis en fait avant de vous être rencontrés. Oui, bonsoir. Je suis ravie d'être de nouveau au Grand Bivouac où je suis déjà venue plusieurs fois présenter des films. Et puis aujourd'hui d'être là avec Mathieu. Mathieu, bien sûr, puisque j'ai commencé à voyager à la fin des années 70 en Himalaya, très vite, j'ai croisé Mathieu. Je crois que la première fois que je t'ai croisé, c'était au Bhoutan, où j'étais avec mon mari, parce que nous étions tous les deux guides au Bhoutan, et Mathieu et mon mari se connaissaient très bien. Donc après, au fil des années, on a eu l'occasion de se croiser dans ces lieux qui nous intéressent, une fois au Népal, d'autres fois à Paris. On s'est toujours... Enfin, moi, je connaissais bien mieux Mathieu que Mathieu ne me connaissait, et je connaissais tout son travail, sa pensée, et voilà, et son cheminement. Et puis, au fur et à mesure des années, de mes projets, j'ai toujours eu, c'est sûr, j'ai toujours eu envie de reconnaître et d'approcher Mathieu et de recueillir un petit peu sa pensée et son travail. Mais pendant très longtemps, Mathieu préférait sa recherche personnelle aux médias tels que la télévision. Je crois que ça a duré un bon moment où tu avais vraiment envie de t'éloigner un petit peu. Puis surtout, tu t'étais engagé sur beaucoup d'écriture et d'autres choses. Et puis à un moment donné, un peu, je ne sais pas si on peut dire par hasard, parce que les choses n'arrivent jamais vraiment par hasard, mais une productrice est venue me voir. Elle avait rencontré Mathieu, elle, de son côté, et puis elle avait envie de travailler, de recueillir des entretiens avec Mathieu, et puis on en a parlé, ça a mis du temps, et puis un jour, la chaîne Arte s'est montrée intéressée, et puis au fil du temps, le projet a pris forme. C'était il y a quelques années déjà. Si je peux rajouter un mot, d'abord, je suis très heureux que cette amitié avec Jeanne ait pu se concrétiser ainsi par cette collaboration. Et ce que j'aime dans le film, c'est effectivement qu'il montre notre monastère, nos projets humanitaires, les enfants, les personnes qu'on aide, la beauté des lieux, des amis qui me sont chers. Le seul problème avec ce film, c'est l'acteur principal. Ça, le casting, ça n'a pas été très bon. C'est dommage, mais enfin, le reste, ça va très bien. C'est un très joli film, très bellement réalisé. Et je pense que vous pardonnerez le choix de l'acteur, mais bon. Donc merci infiniment à Jeanne, c'était un plaisir de collaborer avec toi et bon, moi je vais devoir vous quitter. Demain nous avons une réunion de l'association Karuna à Paris et après-demain je m'envole vers d'autres continents. Donc merci encore à tous, merci Jeanne, merci à vous. Merci Mathieu. De m'avoir reçu. Donc je vous rappelle qu'à 19h45, la conférence sera retransmise et vous pouvez le dire à vos amis qui n'ont pas eu la chance d'être là avec nous, et ça sera sur la place de l'Europe. Et vous dire aussi que les 2 dernières publications de Mathieu Ricard sont vers une société altruiste, pardon, et puis un très beau livre de photos en noir et blanc qui est sorti jeudi dernier.
Le dernier livre, c'est Plaidoyer pour les animaux. Vers une société altruiste, plus altruiste, c'est un film qui va sortir en fin d'année. Et il y a aussi un livre. Il y a aussi un livre. Il y a aussi un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est le recueil de ces réunions avec le Mind and Life Institute. Donc on va regarder ce film. Qu'est-ce qui a été vraiment merveilleux? Est-ce que tu as eu, grâce à la réalisation de ce film, on sait toujours quand on fait un film, c'est qu'on a la chance d'avoir accès à des lieux ou à des moments auxquels on n'aurait pas accès normalement. Est-ce que toi, tu as eu cette impression de pouvoir comprendre ou de pénétrer dans un univers un petit peu secret grâce à la réalisation de ce film sur Mathieu Ricard? Mais oui. Enfin, c'est toujours difficile de faire. Ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des portraits comme ça de gens célèbres et connus, donc avec des agendas extrêmement rempli et difficile. Donc on a mis du temps pour pouvoir sur une année entière étaler plusieurs rendez-vous avec Mathieu, parce que comme il vous l'a dit tout à l'heure, il passe son temps à parcourir le monde. C'était il y a à peu près il y a 5 ans qu'on a préparé le tournage, et donc il a très souvent des impératifs qui l'amènent un petit peu partout, et donc il fallait qu'il s'engage sur une année entière, ce qui était très difficile. Donc notre complicité a fait que nous, on s'est rendu le plus souple possible. Moi, c'est une année où j'avais fait abstraction de tout le reste pour pouvoir, s'il le fallait, au dernier moment. Ce qui s'est passé un petit peu pour la Dordogne, où il est revenu, c'était pas prévu, et donc je suis allée en Dordogne pour le retrouver auprès de sa mère. Le Dalai Lama, ça c'était prévu depuis longue date, mais sur le Népal, il savait pas exactement à quelle heure, à quel moment de l'année il allait sortir de sa retraite. Donc il fallait être disponible et souple pour pouvoir justement avoir accès aux endroits où il vit. Même s'il prend 70 fois par an l'avion, il s'arrête quand même vraiment principalement au Népal et ensuite en France. Donc oui, c'était formidable que de pouvoir voir ce qui prédomine chez Mathieu, c'est cette capacité incroyable à avoir cette multifacette, ces multifacettes de lui, et surtout que chaque chose qu'il entreprenne soit parfaitement. C'est-à-dire c'est un parfait traducteur, c'est un parfait tibétologue, c'est un parfait bouddhiste qui est capable de nous en parler vraiment parfaitement, mais c'est aussi un parfait photographe. Et donc chaque monde de Mathieu était un film en soi presque. Donc pour moi, la plus grande difficulté, et c'est pour ça qu'il a le plus grand mal à supporter le film, c'est parce que bien sûr que c'est sur un rythme endiablé, parce qu'il fallait le format imposé d'Arte, c'est 52 minutes. On souhaitait faire ce qu'on appelle un 90 minutes, c'est-à-dire un film qui nous laissait un peu plus de respiration et pouvoir aller un peu plus en profondeur. Et là, il a fallu essayer de montrer, voilà. Et surtout les activités de Karuna, qui à l'époque, là, il a dit tout à l'heure qu'ils avaient 160 projets humanitaires chez Karuna. À l'époque, quand j'ai tourné, ils en avaient 108. Donc, ça se multiplie à vitesse grand V, voilà. Donc, c'était à la fois très difficile de l'attraper, et en même temps, c'était passionnant de pouvoir le voir sur le terrain, quoi. Parce que d'habitude, on le rencontre lors de conférences, ou évidemment dans ses livres. Et donc, grâce à toi, on va le voir sur le terrain tout de suite. Et on garde peut-être 5 ou 10 minutes pour des questions éventuelles après le film. En tout cas, c'est un magnifique film. On vous souhaite une très très belle projection. Et on se voit dans 52 minutes.